Nous allons passer à la séance suivante. Alors, voilà, la question apparaît derrière moi. Les échanges qui vont suivre donc, portent sur une question qui est clé, bien sûr, et qui est celle-ci. Et si l'avenir des maladies fréquentes passait par les avancées des maladies rares? Vont aborder cette question tout de suite. Olivier Hermine, je vais vous demander à chaque fois, s'il vous plaît, de monter sur scène à l'annonce de votre nom. Olivier Hermine, qui est hématologue à l'hôpital Necker. Nicolas Lévy, qui est généticien à l'hôpital de la Timone. Bienvenue, messieurs. Et c'est une discussion qui est animée par Stanislas Sionnet, qui est directeur général de l'Institut Imagine. Bonjour à tous. Stanislas, la parole est à vous. On se retrouve pour les questions vers 10h05. Bonne discussion. Merci beaucoup. Merci au comité d'avoir pensé à cette table ronde, cet échange, et merci à mes amis Olivier Hermine et Nicolas Lévy d'avoir accepté d'y participer. Au fond, on a vu pendant une quinzaine d'années les éditoriaux et les contenus des journaux de génétique peuplés d'études génomes entiers dans des maladies communes, diabète, obésité, cancer, hypertension, maladies vasculaires, Alzheimer, avec des résultats qui ne sont pas du tout contestables scientifiquement, mais qui n'ont pas véritablement percé de voies biologiques, de réseaux scientifiques qui permettaient d'aller au-delà dans l'explication, dans l'interprétation et peut-être même vers la voie thérapeutique. Et pendant ce temps-là, c'est pas un petit village qui résistait, mais c'est tout le groupe Maladies Rares International qui continuait à travailler sur des phénotypes de plus en plus exceptionnels, parfois très uniques, un enfant, une famille, et élucidant dans des formes mendéliennes des voies génétiques, des idées qui avaient une force de suggestion absolument incroyable du point de vue non seulement des patients concernés en termes de diagnostic, en termes de conseils génétiques, en termes de perspectives thérapeutiques, mais aussi en ouvrant des voies de biologie. Et ce contraste-là est assez criant pour que cette session soit née en disant, et ce n'est pas un slogan publicitaire, et ce n'est pas du tout pour dire les maladies rares vont résoudre la santé publique, mais c'est pour dire, et ce serait temps de se pencher sur la question de savoir jusqu'où des phénotypes extrêmes ou des phénotypes détournés ne peuvent pas élucider, éclairer des champs entiers de la pathologie beaucoup plus communs. Et donc l'idée est d'en parler avec Olivier et Nicolas. Je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez intervenir. Bon, alors... Oui, on a jusqu'à quand? Parce que c'est important avec ces deux gaillards. Alors, vous avez à peu près jusqu'à 10h05. Ensuite, nous passerons aux questions. Alors, on fonce. Allez, Nicolas. Là, c'est Olivier. Ça tombe très bien. Nicolas, tu ne pourras pas parler, je suis désolé. Mais... Bonjour. D'abord, je tiens à remercier Stanislas de m'avoir invité et puis Jean-Louis Mandel à cette session et tous les organisateurs des maladies rares. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment à partir d'une maladie rare qui s'appelle la mastocytose, on peut faire des hypothèses. J'ai pris un seul exemple qui sont les maladies neurodégénératives parce que je pourrais parler toute la journée des mastocytoses, mais j'essaie de me limiter très rapidement. Alors d'abord, c'est mes disclosures parce qu'à partir de nos données, on a créé une société qui a pour but de traiter cette maladie et les applications secondaires. Alors, ce que j'essaie de vous montrer, c'est comment l'histoire de cette maladie rare qui s'appelle la mastocytose a permis, grâce à une interaction entre la recherche fondamentale, la médecine humaine, vétérinaire, et puis le développement de molécules un peu biotechnologiques puis industrielles, arriver à poser des hypothèses intéressantes sur des maladies beaucoup plus fréquentes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mastocyte? Vous le connaissez tous, hein, c'est la cellule qui est responsable de l'allergie, entre guillemets. Quand vous avez un allergène qui rencontre des IgE, eh bien, ça va dégranuler, ça va donner la rhinite, l'asthme, l'eczéma, l'urticaire, parce que les granules qui sont dans les mastocytes, en fait, ils sont responsables de ces manifestations. Ça, tout le monde le connaît très bien dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le mastocyte, c'est une cellule qui est un peu partout dans l'organisme, et notamment à la frontière avec l'environnement, et j'en fais un petit peu dans la théorie immunologique du danger, la cellule qui va sentir l'environnement, que ce soit les stress physiques,
les stress psychologiques, parce qu'elle est très proche des nerfs périphériques, et dans le cerveau, il y en a beaucoup, je vais vous le montrer après. Donc c'est une cellule qui va sentir l'environnement pour envoyer des signaux à l'organisme, pour monter une réponse immunitaire, ou au contraire pour la bloquer, ou une réaction allergique. Et donc c'est une cellule qui est extrêmement complexe et difficile à étudier parce qu'elle ne pousse pas beaucoup in vitro. Et en fait, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si elle n'a pas un rôle dans plein de processus pathologiques, allant des maladies auto-immunes, des maladies allergiques, des maladies inflammatoires et des maladies neuropsychiatriques. Et ça, c'est quelque chose d'innovant dont je vais parler aujourd'hui. Et pour comprendre ça, eh bien, en médecine, souvent on regarde une pathologie dans laquelle il y a un excès de ces cellules, et la maladie où il y a un excès de ces cellules, eh bien, c'est la mastocytose à laquelle on s'intéresse, et c'est pour ça qu'on a créé un centre de référence à l'hôpital Necker. Alors qu'est-ce que c'est que la mastocytose ? Eh bien, par définition, c'est une maladie qui s'accompagne d'une accumulation de mastocytes dans différents tissus, et ça peut être virtuellement tous les tissus. La peau essentiellement parce qu'on le voit quand il y a des lésions cutanées, mais aussi la moelle, le foie, le tube digestif, les os, etc. Pour nous, hématologues, on la considère comme une maladie myéloproliférative parce que le mastocyte, il part de la moelle osseuse et ça prolifère. Et parfois, on a des maladies hématologiques associées comme des leucémies, des myodysplasies associées au mastocytose. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement intéressant, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et puis, c'est une maladie qui est extrêmement hétérogène et ça dépend du relargage des médiateurs par les mastocytes ou de l'infiltration mastocytaire. Et puis on distingue deux formes, les formes pédiatriques qui commencent avant 2 ans et qui en général régressent à l'adolescence, et les formes de l'adulte qui, elles, ne régressent pas. Vous voyez ici un exemple d'urticaire pigmentaire chez des patients qui ont cette infiltration de mastocytes. Et puis il y a les rares formes de leucémie et de sarcome mastocytaire, qui est aussi un sujet qui est intéressant. Alors dans ce tableau qui est compliqué, ne le regardez pas dans le détail, en fait j'ai défini les deux spectres de la maladie. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les maladies prolifératives qui vont envahir les tissus, détruire les tissus, que ce soit la moelle, le foie, la rate, avec une insuffisance médulaire, des patients qui vont devenir anémiques, qui vont saigner, le foie avec une cirrhose du foie, le tube digestif avec une malabsorption, les os avec des métastases et des lysosomes. Et puis de l'autre côté, vous avez les patients qui ne vont pas proliférer, mais qui vont libérer des médiateurs mastocytaires de façon anormale, qui vont faire des chocs anaphylactiques, qui vont faire des troubles digestifs avec des ulcères de l'estomac. Et puis ce qu'on a découvert, ils ont des troubles neuropsychiatriques, de la dépression, de la fatigue, des troubles de la mémoire, de l'anxiété. Et ça, c'est un sujet qui était extrêmement intéressant parce qu'on avait le lien entre cette maladie rare et ces problèmes neuropsychiatriques. Alors je passe là-dessus, et on a découvert et on a démontré de façon positive et psychométrique, grâce à des études, que ces patients avaient des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, des troubles anxieux et des troubles dépressifs importants. Et là, on est revenu un peu à la physiologie normale. On s'est dit, est-ce que le mastocyte ne jouerait pas un rôle dans le fonctionnement du cerveau ? Et en gros, pour faire simple, dans les unités, on va dire, neurovasculaires cérébrales, eh bien, vous avez le vaisseau, autour vous avez les mastocytes, la microglie qui soutient le système neurologique, et puis les neurones qui sont au milieu. Et on peut imaginer que si ces mastocytes prolifèrent ou s'activent de façon anormale, ils vont complètement perturber cette synergie, ce ménage à trois entre les vaisseaux, les neurones et la microglie. Et donc, c'est ce qu'on a vu. Chez les patients, on a fait de l'IRM fonctionnel, ceux qui avaient des troubles cognitifs, et là, on voyait qu'il y avait une corrélation entre l'hyperperfusion des noyaux gris centraux et le dysfonctionnement cérébral et les troubles cognitifs. Exactement ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer au début, et en fait, c'est une sorte d'hypercompensation à un déficit global du fonctionnement cérébral. Et pareil, quand les patients étaient déprimés, il y avait au contraire une hypoperfusion du cingulum antérieur, qui est l'endroit qui régule l'humeur chez les patients, avec une parfaite corrélation entre la clinique et ces images chez ces patients qui avaient des mastocytoses. Puis on a fait un travail un peu métabolique, en fait, où on a montré que les mastocytes, probablement dans le cerveau et ailleurs, vont détruire le tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine qui régule l'humeur et qui est lui-même le précurseur de la mélatonine qui régule le sommeil. Donc c'est des patients qui sont déprimés et fatigués, qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils n'ont pas de mélatonine, et les produits de dégradation du tryptophane, en fait, ils sont toxiques pour le cerveau et ils expliquent aussi les troubles cognitifs. Et là aussi, on avait une parfaite corrélation entre ces différents métabolites, la dépression et les troubles cognitifs chez les patients et l'activation des mastocytes. Alors, comment traiter maintenant ces patients ? Eh bien, pour faire simple, on avait bien montré que dans la moelle, il y a des précurseurs hématopoïétiques qui expriment un récepteur à tyrosine kinase qui s'appelle c-KIT et qui est indispensable à la prolifération, la maturation et l'activation des mastocytes dans les différents tissus
tissu. Et on a utilisé un modèle naturel qui est le modèle du chien, puisque les chiens ils font des tumeurs, des mastocytoses, qui ressemblent plus aux mastocytomes agressifs avec des sarcomes, comme vous voyez une tumeur ici. Et comment on traite ces chiens? En général, on leur coupe la patte, ou alors on irradie des chiens, on leur fait de la chimiothérapie et ils meurent en général dans les 6 mois. Alors, ce qu'on a fait pour aller vite dans le centre de référence, on a séquencé plus de 2000 patients maintenant, des chiens aussi qui avaient des mastocytoses, et on s'est aperçu, pour faire simple, que finalement, eh bien, il y avait des mutations dans ce récepteur chez pratiquement tous les patients. Et ce qui était intéressant, c'est que dans la région justamembranaire du récepteur, il y avait des mutations qui vont entraîner une homodimérisation du récepteur et son activation constitutive avec sa phosphorylation, et qui vont entraîner la prolifération des cellules. Là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ces mutations dans le domaine justamembranaire sont associées aux formes agressives et aux formes pédiatriques qui régressent spontanément. D'où un cancer qui peut régresser spontanément, et si vous voulez, je vous expliquerai comment, et c'est extrêmement intéressant. Et l'autre chose, il y avait des mutations dans la région kinase elle-même qui activent le récepteur de façon constitutive. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va faire un produit, un inhibiteur de tyrosine kinase spécifique de ces kits pour bloquer l'activation, la prolifération et la survie de ces mastocytes. Alors, comment ça marche un inhibiteur de tyrosine kinase? Eh bien, l'idée, c'est d'aller bloquer le site ATP qui va phosphoryler le substrat d'une enzyme. Et l'idée générale, c'est de trouver une molécule qui va être plus compétitive que l'ATP dans le domaine en question pour une kinase donnée. Et le mieux, c'est d'être très spécifique de la kinase qu'on veut bloquer et pas bloquer toutes les autres kinases qui sont associées. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et le produit qu'on a développé, vous voyez ici, il bloque KIT, mais il bloque aussi d'autres kinases comme l'inéphine qui sont extrêmement importantes pour l'activation aussi des mastocytes. Et donc, on a choisi de le développer en clinique. Malheureusement, il ne bloquait pas la kinase 816 qui est associée aux mastocytoses agressives, mais ce n'était pas grave. Alors, pour développer ce produit, là, c'est pour montrer qu'il bloque la phosphorylation et qu'il induit l'apoptose des cellules in vitro de mastocytes qui portent ces mutations. On est parti chez le chien. Vous voyez, c'est des lignées de chiens qui portaient une mutation justamembranaire. Quand on les traite, on voit disparaître la phosphorylation, on induit la mort des cellules. Et quand on traite un chien, vous voyez qu'il y avait une tumeur extrêmement agressive, qui est très nécrotique, hémorragique. Normalement, on lui coupe la patte à ce pauvre chien. Vous voyez qu'après 3 semaines de traitement, eh bien, il n'a plus du tout de tumeur. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au bout de 2 jours de traitement, vous voyez, la tumeur, elle change d'aspect. Elle est beaucoup moins nécrotique, beaucoup moins hémorragique, parce qu'on a bloqué complètement l'activation des mastocytes. Et donc, basé là-dessus, on a fait des études de phase 3 chez les chiens, comme chez l'homme. Et vous voyez que les chiens qui ont des mutations, vous voyez, ils sont vivants à peu près à 60% à 2 ans, alors que les autres, le placebo ou les traitements conventionnels, ils sont tous morts à 6 mois. Donc, ce produit, il est enregistré et vous pouvez l'acheter en médecine vétérinaire. Alors, chez l'homme, comment ça se passe? On a fait une étude de phase 3, je vais aller très vite pour résumer un peu les résultats. Et ce qu'on a montré qui était intéressant, c'est qu'on faisait diminuer les symptômes de la maladie cutanée, qui étaient classiques, les flushs, les boutons, etc. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que ce qu'on appelle le score de Hamilton, qui définit la dépression, était complètement effondré sous traitement. Et puis, quand on regardait, ça c'est des patients, vous voyez la peau qui s'améliore sous traitement. Et puis, ce qui était plus intéressant, c'est que, vous voyez, ce patient, il avait un cerveau en ASL, en études métaboliques cérébrales, qui ne marchait pas bien. Il était professeur de français, il ne savait plus qui était Victor Hugo pendant ses cours, ce qui était un petit peu gênant. Et après traitement, vous voyez, son cerveau, il remarche normalement. Et donc, on s'est dit peut-être que là, il y avait des applications potentielles du produit dans des maladies neuropsychiatriques avec des troubles cognitifs, voire des troubles dépressifs. Ce qui était intéressant, c'est quand on regarde l'IRM ASL chez les patients qui ont l'Alzheimer, au début de la maladie, ça ressemble exactement à ce qu'on voit chez les patients qui ont des mastocytoses. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'hypothèse qu'on pourrait traiter l'Alzheimer avec des inhibiteurs de tyrosine kinase et pour bloquer le mastocyte. Alors ça, c'est les hypothèses potentielles que vous connaissez. Dans l'Alzheimer, il y a ce qu'on appelle la substance amyloïde qui se dépose dans le cerveau, qui potentiellement pourrait activer les mastocytes, qui pourraient produire des cytokines inflammatoires, activer la microglie et induire la fonte des synapses cérébrales. Et puis ce qui est intéressant, c'est aussi une maladie avec des anomalies de protéines, dont une protéine qu'on appelle la protéine Tau, qui s'agrège dans les neurones et qui peut déclencher des fontes et des arrêts synaptiques, pour rester très simple. Et cette protéine Tau, elle est phosphorylée par les kinases phynélines qu'on bloque aussi avec notre molécule. Et c'est pour ça qu'on s'est dit peut-être que ça pourrait marcher dans l'Alzheimer. Et donc, on a utilisé d'abord un modèle préclinique en collaboration avec l'ICM à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, où, vous voyez, on met dans une piscine, on met un bout de fromage, et puis la souris, elle va essayer de trouver la voie pour aller plus vite, et puis après l'entraînement, vous voyez, elle y va directement et elle perd moins de temps. Encore 2 minutes et j'ai fini.
Ce qu'on voit ici, c'est que les souris, quand on les traite avec notre molécule, eh bien, elles recouvrent la mémoire. Les souris transgéniques qui sont Alzheimer, qui n'arrivent pas à s'éduquer dans la piscine, elles retrouvent la mémoire et elles vont directement chercher le fromage. Et ce qui était intéressant, c'est que dans certains modèles, on voyait une diminution aussi de la substance amyloïde chez ces souris. Donc on est passé en phase 2 chez l'homme avec des résultats qui sont positifs et on devrait avoir la phase 3, les résultats au courant de l'année. Voilà. Et deuxième maladie neurologique aussi, qui est la SLA, une maladie qui est extrêmement rare, qui est une maladie aussi considérée comme neurodégénérative, mais autour de la microglie, il y a aussi des mastocytes, il y a aussi des cellules, sans doute mastocytaires. Et ce qu'on a fait, là aussi pour aller vite, on a utilisé un modèle de rat qui a une maladie de sclérose latérale amyotrophique. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a une gliose qui apparaît chez... je ne sais pas si ça ne marche pas. C'est ça, ouais. Il y a une gliose qui apparaît dans la moelle de ces souris, vous voyez, et il n'y a plus de neurones. Et quand on traite ces souris avec notre molécule, vous voyez que la gliose diminue nettement et on rétablit la fonction motrice chez ces rats. Voilà. Et ce qui était un peu nouveau, on a regardé en périphérie les nerfs de ces patients et on voit, bon, je vais aller vite, mais qu'il y a une infiltration mastocytaire massive à la jonction neuromusculaire qui, sans doute, par la libération de protéases du mastocyte, va couper la jonction et induire la paralysie chez ces patients. Et ça, c'est les résultats d'une phase 3 qui vient d'être publiée, faite avec notre molécule. Et vous voyez que les patients qui n'avaient pas de fonction neuronale, ceux qui étaient déjà complètement coupés, entre guillemets, le produit ne sert à rien. Mais par contre, les patients qui avaient encore de la fonction, vous voyez ici que, eh bien, quand on regarde la dégradation par rapport au placebo, vous voyez qu'il y a une différence qui est extrêmement significative. Et encore plus intéressant, chez ces patients-là, vous voyez que la survie, eh bien, ils ne meurent pas, alors que ces patients qui meurent très rapidement. Voilà, donc pour conclure, je passe là-dessus, vous voyez, à partir d'une maladie qui est extrêmement rare, qui est la mastocytose, sur son versant symptomatique qu'on a découvert en voyant les patients, on a découvert qu'il y avait des troubles neurologiques, qui a mis en avant le rôle potentiel du mastocyte et des inhibiteurs de kinase pour traiter des maladies neurodégénératives extrêmement fréquentes, comme la maladie d'Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'ai peut-être été un peu long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, de la mastocytose avec un centre de référence maladies rares à Alzheimer. Le professeur Nicolas Lévy, dont je ne sais pas si on l'a dit, qui dirige l'Institut Gyptis à Marseille, avec... Le futur institut. Le futur institut, mais avec quand même une accélération toute récente. Et je vous invite à regarder un communiqué de presse d'hier à ce sujet. Nicolas. Merci Stan. Merci beaucoup à Jean-Loup Mondel et à la Fondation Maladies Rares pour cette invitation. Vous savez à quel point la Fondation Maladies Rares reste chère à mon cœur. Ce que je vais essayer de vous présenter ce matin, c'est des données qui sont issues des travaux menés à la fois dans le laboratoire académique et au sein d'une start-up qui s'appelle Projet Life. Et donc, c'est ma première diapositive pour présenter mes liens d'intérêt, puisque je suis le cofondateur de cette société. Et voilà, à part ça, je n'ai pas d'autres liens d'intérêt à déclarer. Le sujet, effectivement, était un petit peu plus large que simplement les maladies du vieillissement prématuré. Et donc, j'ai essayé un petit peu de regarder quelles étaient les connexions qu'on pouvait faire aujourd'hui entre rares et fréquents. Alors, c'est toujours compliqué de parler après Olivier Hermine, qui a présenté des datas absolument somptueuses. Mais en regardant un petit peu la prévalence de certaines pathologies, on se dit que certaines maladies qui sont des maladies génétiques, qui sont des maladies rares, ne sont pas si rares que ça. Alors, on connaît bien évidemment l'hypercholestérolémie, la polykystose rénale, qui sont au-dessus du seuil fixé de 1 sur 2000 pour les maladies rares. Mais de même, on regarde dans les tumeurs des glandes endocrines, là aussi, on est un tout petit peu au-dessus du seuil de 1 sur 2000. Alors évidemment, vous allez me dire, le seuil, on s'en fiche un tout petit peu, et même on s'en fiche carrément beaucoup, parce que c'est pas ça qui fait la prise en charge des patients. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, on peut rapprocher de plus en plus les maladies fréquentes des maladies rares, ne serait-ce que par rapport à une prise en charge qui doit être faite et par rapport à la conception, y compris du développement thérapeutique que l'on veut faire dans les maladies rares. On ne peut pas exclure des maladies qui sont effectivement au-dessus du seuil. Ma deuxième remarque, c'est que les maladies génétiques rares, on doit aujourd'hui changer un tout petit peu le paradigme pour les considérer comme des maladies complexes, au même titre que des maladies qui sont toujours considérées comme des maladies polyfactorielles. D'une part, à cause de l'hétérogénéité clinique qui est extrêmement importante, de l'hétérogénéité génétique également très importante, et puis le fait de la découverte dans les dernières années, non seulement de gènes qui modulent, qui modifient les phénotypes, qui expliquent dans certains cas pourquoi il y a des phénotypes extrêmes, asymptomatiques ou au contraire extrêmement sévères,
Le digénisme et l'oligogénisme, là aussi, rapprochent de plus en plus les maladies rares de certaines maladies avec de multiples facteurs, y compris des facteurs génétiques. Et puis les technologies récentes ont amplifié ces concepts. Et puis enfin, on parle beaucoup de médecine de précision, de médecine individuelle, de thérapie ciblée. Ce sont des concepts qui viennent en particulier des maladies communes et qui ont été implémentés par les nouvelles technologies qui sont récemment apparues. Enfin, quand je dis récemment, c'est dans les 10-12 dernières années. Et cette précision du diagnostic a entraîné non seulement la reconnaissance de plusieurs sous-groupes de maladies qui étaient avant des maladies considérées vraiment comme des maladies communes. On peut citer les maladies de Parkinson, les épilepsies. Aujourd'hui, l'épilepsie n'existe plus en tant que continuum d'une seule et même pathologie, mais en tout cas, elle existe sous la forme de très différents, très divers groupes de sous-pathologies, chacune associée à un gène différent. Et donc, ça a permis d'identifier des entités nosologiques qui étaient initialement mal ou pas reconnues. Et donc, là aussi, il y a un changement de paradigme. Et si j'abuse un tout petit peu, on peut en arriver à dire que finalement, toutes les maladies sont rares. Je vais maintenant parler vraiment de mon sujet, qui est celui des maladies du vieillissement prématuré et accéléré. Vous avez sur cette image un certain nombre de pathologies sur la partie haute de la photo. Ce sont des pathologies qui sont des maladies du vieillissement associées à des anomalies de réparation de l'ADN. Et à droite, donc, c'est un enfant avec son scaphandre, j'en reparlerai, qui a une maladie qui s'appelle le xéroderma pigmentosum ou la maladie des enfants de la Lune. En dessous, ce sont toutes les maladies qui sont liées à la découverte de 2003 du gène de la progéria, du gène de la lamine, enfin la mutation de la lamine associée à la progéria et à d'autres maladies apparentées avec production d'une protéine toxique qui s'appelle la progérine. Et puis en dessous encore, ce sont d'autres maladies qui n'ont pas toujours été identifiées. À gauche, le Hallermann-Streiff. Au milieu, la maladie de Wiedemann-Rothenström, dont les gènes ont été récemment identifiés. Et puis, toutes ces maladies-là, et il y en a d'autres, n'ont pas encore aujourd'hui de gènes, à part le Wiedemann-Rothenström, qui soient connus et identifiés, mais elles font partie, en tout cas, de mécanismes qui sont associés au vieillissement. Alors la progéria, je vais aller assez rapidement sur la clinique. Aujourd'hui, je crois que tout le monde en a entendu parler, mais c'est une maladie ultra rare. Hein. Il y a aujourd'hui 3 patients qui vivent en France. Le décès survient généralement d'un infarctus du myocarde aux alentours de l'âge de 13 ans. Et c'est une maladie, comme j'ai dit, qui est liée à l'accumulation d'une protéine toxique dans le noyau de la cellule. 300 patients environ dans le monde peuvent être considérés. Il y a beaucoup de syndromes apparentés qui sont chacun rares, et donc ça n'en fait pas évidemment une maladie fréquente, même quand on les additionne. Alors, la progérine a été identifiée, c'est une protéine qui est une protéine majeure dans le contexte du vieillissement. La maladie est causée vraiment par l'accumulation de cette protéine, et la toxicité de la progérine est liée au fait qu'elle conserve à son extrémité C-terminale un groupement lipidique qu'on appelle un groupement farnésyl. Et la sévérité de la maladie, c'est ce qui est illustré ici par cette flèche qui monte, la sévérité de la maladie est strictement corrélée avec la quantité de la protéine farnésylée qui s'ancre au niveau des membranes. Et vous voyez ici, sur ces images de noyaux à différents passages cellulaires, la toxicité induite de la progérine avec les anomalies nucléaires qui sont effectivement augmentées au fur et à mesure des passages nucléaires en culture, des passages en culture et la progérine en rouge qui s'accumule. Mais la progérine est également produite sans aucune mutation dans le gène LMNA au cours du vieillissement physiologique, et en particulier elle est produite dans les cellules musculaires lisses des parois vasculaires. Elle a été détectée également dans les cellules de la peau à partir de l'âge de 24 ans. Il y a des études qui sont extrêmement documentées là-dessus maintenant. Et donc, c'est un marqueur de vieillissement cutané. Voilà, c'est pour vous illustrer un noyau ici qui est complètement altéré par la production de progérine. C'est ce qu'on observe dans la grande majorité des noyaux cellulaires des différents tissus atteints dans le cas de la progéria. Et ce qu'on observe également, donc, c'est cette accumulation ici, ces spots un peu épais au niveau du noyau, qui correspondent à la progérine accumulée. Mais voilà, je vous montre ça rapidement. Des noyaux d'un enfant âgé de 9 ans, des noyaux d'un individu âgé de 96 ans, à rapprocher avec les noyaux de cellules progéria. Donc la progérine est vraiment une protéine qui s'accumule
au cours du vieillissement physiologique, de façon évidemment beaucoup plus progressive et moins brutale qu'en cas de mutation, puisque la mutation induit une pathologie type progeria ou autre. C'est juste pour vous montrer ici en rose que c'est aussi une protéine qui est un biomarqueur du vieillissement cellulaire dans la peau en particulier, derme et épiderme. Mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que l'exposition de cellules cutanées aux UV, et en particulier aux UVA, pas les UVB, entraîne une augmentation de l'expression de cette progérine, comme on le voit ici. Et bon, ici, c'est dans la progérine. Ça, je vais passer. Voilà. Si on regarde les voies métaboliques du vieillissement, on pourrait quasiment les faire correspondre à toutes les voies métaboliques du vivant, et y compris lorsqu'on regarde au niveau du noyau cellulaire, au niveau de la progéria, au niveau de la progérine et de la lamine, en fait, des lamines. Donc on sait aujourd'hui que ça fait partie des voies du vieillissement. Mais heureusement, le vieillissement, c'est des milliers de mécanismes extrêmement multiples et variés et complexes. Donc heureusement qu'il y a des chercheurs intelligents qui ont essayé de récapituler en fait l'ensemble des voies métaboliques du vieillissement, pour les récapituler en 9 grandes voies qui sont listées ici. Je n'ai pas le temps de toutes vous les détailler. Et il apparaît très clairement que lorsqu'on considère la progéria et la protéine progérine, elle est impliquée dans au moins 7 de ces 9 grandes voies récapitulées du vieillissement, que ce soit l'instabilité du génome, le raccourcissement des télomères, la protéostase, etc. Et il y a évidemment des articles extrêmement importants qui documentent ce que je suis en train de vous raconter ici. Alors sur le plan des stratégies thérapeutiques, on avait mis en place au départ pour la progéria, on n'était pas les premiers à le faire, une approche thérapeutique qui avait eu pour objectif de réduire la toxicité de la progérine en diminuant sa farnésylation. Des compétiteurs américains avaient utilisé les inhibiteurs de farnésytransférase, qui sont des médicaments anti-cancer, enfin des molécules anti-cancer qui avaient été développées en particulier pour traiter les cancers associés à des mutations activatrices des gènes de la voie RAS. Nous n'avons pas souhaité utiliser pour diverses raisons cette approche-là, et on a identifié une combinaison de 2 molécules, un aminobisphosphonate et une statine, la pravastatine, qui jouaient en fait un rôle d'inhibition de la farnésylation en jouant sur 2 voies. Donc c'est ce que je vous montre ici à gauche, sur lequel je vais juste rentrer dans 1 ou 2 détails. On a ensuite utilisé une approche qui est ici à droite de la diapositive concernant en utilisant des oligonucléotides antisens pour traiter nos souris qui portent exactement la mutation humaine de la pathologie progéria. Mais là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Concernant la première approche, on a lancé un essai clinique avec ce protocole qu'on appelle le ZOPRA, et qui combine les 2 molécules, statine plus aminobisphosphonate, avec des résultats qui nous ont semblé extrêmement encourageants, en particulier sur les endpoints primaires, qui étaient le poids des enfants, donc l'état général associé au poids des enfants en particulier, et sur les paramètres osseux, avec un turnover osseux entièrement corrigé chez les enfants atteints de la maladie, et aussi un certain nombre de paramètres cardiaques qui sont corrigés. Et ces résultats encourageants donc, nous ont fait penser qu'on pouvait envisager d'adapter le traitement à d'autres types de pathologies, et Pierre Cot en particulier a dirigé une étude qui s'appelle de l'ANRS, qui s'appelle EP45 Aging, et cette étude visait à démontrer l'efficacité potentielle de cette combinaison dans les cellules qui sont des cellules de patients qui sont traités par des inhibiteurs de protéase du HIV. On s'est rendu compte que les patients qui avaient un traitement par inhibiteur du protéase du HIV avaient en fait une cible moléculaire totalement modifiée et réduite en expression, qui est la cible identique à celle qui touche la mutation de la progéria. Autrement dit, la progéria est une maladie associée à une mutation génétique, je vous le dis ici, voilà, la progéria est une maladie, et les maladies apparentées sont des pathologies qui sont strictement associées à une mutation génétique et dans lesquelles il y a une réduction d'une cible pour une protéase qui s'appelle ZMPSTE24. Et dans les cas de patients traités par les inhibiteurs des protéases du HIV, il y a une diminution de l'expression de ZMPSTE24, qui est cette cible off-target en fait des inhibiteurs des protéases, puisque c'est pas pour ça qu'elles ont été développées. Et donc on se continue aujourd'hui à travailler pour envisager de mettre en place un protocole avec les molécules ZOPRA comme thérapeutique adjuvante des inhibiteurs des protéases du HIV. La deuxième approche dans la progéria, c'est une approche qui est basée sur des inhibiteurs du protéasome qu'on a identifié, on a publié ça fin 2017 dans le laboratoire, et ces inhibiteurs du protéase du HIV en fait sont basés sur une approche
Combien de temps 5-10 minutes Moins. Moins 5 Ouais. minutes, d'accord. Donc 5 minutes. Sur des inhibiteurs des protéases du HIV, la progérine, normalement, devrait être dégradée par le protéasome. Elle ne peut pas l'être parce qu'elle est séquestrée, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Et donc, on a remarqué que certains types d'inhibiteurs du protéasome, mais pas tous, avaient la capacité à dégrader la progérine, mais en l'envoyant dans la deuxième très grande voie de dégradation des protéines, qui est la voie du lysosome. Et donc, à travers les vésicules lysosomales acides, cette progérine est dégradée donc, par autophagie lorsque l'on utilise un inhibiteur du protéasome qui s'appelle donc maintenant PGL 201, avec des extensions de ces molécules plus récemment identifiées et modifiées chimiquement. Donc la preuve de concept, elle a été obtenue à partir de cellules de patients. Alors c'est très facile à voir. Hein. Là, vous avez de la progérine chez un individu en fait qui est un individu progéria. Et puis ici, vous avez deux inhibiteurs du protéasome, le bortezomib et le carfilzomib, qui sont des inhibiteurs approuvés, notamment avec une indication dans le myélome multiple. Et ici, vous avez 3 molécules PGL 201, 202, 203, et vous voyez que la progérine a été totalement dégradée. En fait, il y a une anomalie, une diminution à la fois de sa transcription, et ensuite, ce qui reste produit en tant que protéine est dégradé par le protéasome. Donc ça a été aussi démontré dans toutes les autres pathologies apparentées du vieillissement associées à la production d'une protéine prénylée, farnésylée, progérine ou prélamine. Et donc on est en train de développer cette molécule à travers une deuxième preuve de concept, d'abord qui est une preuve de concept in vivo, donc on a regardé que ça marchait aussi dans les tissus de souris, après injection, on a fait un plan de développement, je passe vite, et ce qui est important, donc, c'est aussi de se dire que le traitement de ces pathologies, évidemment, peut bénéficier à des approches beaucoup plus, sur des maladies beaucoup plus communes, et en particulier en oncologie, enfin d'autres maladies rares d'une part, et qui sont liées à des mécanismes proches par rapport à la progéria, et en oncologie, parce que ce sont de nouveaux inhibiteurs du protéasome qui ont une activité qui est réversible, qui sont donc moins toxiques, et qui ont exactement la même efficacité d'inhibiteurs du protéasome. Je terminerai par là, en 2 minutes, très rapidement. Xéroderma pigmentosum, je ne vais pas décliner toutes les diapos que j'avais préparées, ce serait beaucoup trop long. Maladie des enfants de la Lune. XP, donc c'est une maladie dans laquelle les enfants vont en particulier développer des cancers. Je vais me passer des diapositives parce que sinon je vais être beaucoup trop long. Vous et moi, quand on se est exposé au soleil, on fait en moyenne 50 000 lésions de notre ADN à la seconde. Voilà. Et notre capacité de les réparer, elle est de 80 000. La capacité de ces enfants à les réparer, elle est de moins de 10 000. Moins de 10 000, on fait des cancers, et eux font en particulier des cancers sur les zones découvertes, donc qui sont des cancers de la peau, non mélanome. Carcinome basocellulaire, carcinome spinocellulaire. Il y a une protéine en particulier qui est une protéine qui s'appelle NOX1, et cette protéine NOX1, lorsqu'elle est fonctionnelle, elle permet de produire, enfin, elle n'empêche pas en tout cas la production d'espèces réactives d'oxygène. L'idée de ce développement thérapeutique qu'on a récupéré d'une équipe bordelaise qui est l'équipe de Alain Taïeb avec Hamid Rezani, c'est de bloquer l'interaction entre ces 12 sous-unités de NOX1, NOXO1 et NOXA1. Et lorsqu'on bloque l'interaction entre les deux sous-unités, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on réduit la production d'espèces réactives d'oxygène. Et à ce moment-là, donc, en réduisant la production d'espèces réactives d'oxygène, on réduit le nombre de cancers cutanés, baso- et spinocellulaires, et on réduit également le volume des tumeurs qui sont apparues. Et donc, on a décidé de développer un traitement, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, au sein de cette start-up que je mentionnais tout à l'heure, qui s'appelle Projet Life. Et ce traitement, donc, qui n'est évidemment pas encore un traitement topique pour les malades, devrait être, on l'espère, en phase thérapeutique d'ici 2022. Et ce que je voulais, par rapport à la présentation, vous dire essentiellement, c'est que ce traitement est aussi, donc ça, ce sont les résultats que vous voyez en particulier chez des souris Xéroderma pigmentosum, mais ce traitement qui est aujourd'hui en cours de développement a effectivement des indications qui sont des indications beaucoup plus larges, parce que les cancers cutanés baso- et spinocellulaires, qui sont les cancers les plus fréquents de la personne âgée, sont évidemment identiques sur le plan de leur développement et sur le plan cellulaire et sur le plan physiopathologique aux cancers cutanés, qui sont des cancers extrêmement mutilants lorsqu'on les enlève chez les enfants Xéroderma pigmentosum. Donc nous nous occupons des maladies très rares du vieillissement des enfants, mais les indications évidemment à la fois les extensions de la connaissance de ces mécanismes physiopathologiques et des potentiels traitements que nous pouvons identifier s'appliquent et s'appliqueront dans le futur
à des maladies beaucoup plus fréquentes. Je vais m'arrêter là, juste pour vous dire que j'aurais pu prendre et j'aurais dû prendre beaucoup d'autres exemples, mais le temps, vous l'aurez compris, m'aura manqué. Je veux juste remercier un certain nombre de personnes et l'équipe de Projet Life, et en particulier Anna Chiara de Sambre Giovanoli et Karim Arouri dans le laboratoire académique. Merci. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, vieillissement, cancer, Alzheimer, c'est formidable. On a beaucoup nous donné beaucoup d'espoir aussi à nous. Peut-être une ou deux questions quand même, Madame Chandon, ou c'est trop tard? Je crois, Stanislas, qu'on va avoir le plaisir peut-être de vous laisser conclure ces deux présentations, mais on n'aura pas le temps pour les questions, j'en suis désolée. Alors, les conclusions, ça ne nécessite pas conclusion. Vous avez vu comment percer des mécanismes. Et peut-être un point quand même, ça veut dire que les savoir-faire biologiques, expérimentaux, fonctionnels des laboratoires du terreau académique français sont mis en avant par ces travaux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces travaux-là, s'il n'y avait pas de la physiopathologie, avec des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des médecins qui passent des années à disséquer ces mécanismes, il n'y aurait pas ces percées thérapeutiques. Donc c'est aussi un appel à ne pas mésestimer ce terrain-là sur lequel la recherche sur les maladies rares prend des essors exceptionnels jusqu'à aller vers des thèmes aussi fréquents que le vieillissement. Merci beaucoup Olivier, merci Nicolas, merci à Jean-Loup qui a construit cette table ronde avec la Fondation. Et donc c'est la pause, je crois, Madame. Oui, absolument. Merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations passionnantes. Peut-être avez-vous quelques minutes, et on va profiter de votre présence pour quelques questions-réponses en face à face. À l'issue de la session. Je vous invite en tout cas sinon à prendre une pause. Vous pouvez bien sûr profiter de cette pause pour écouter dans l'Agora le pitch qui est dédié au projet Compagnon, et toujours évidemment découvrir les posters scientifiques, l'exposition également, et bien sûr conduire vos rendez-vous B2B. On se retrouve ici au plus tard à 11h. Bonne pause à tous. Merci beaucoup.